Donc, ça va être mardi et mercredi. Donc, ça va être, voilà, donc chaque lundi et mercredi à 8h45. C'est de 8h45 jusqu'à 10h. Alors, le support de cours, les Ranchoufou, vous avez déjà la première partie, il fait l'introduction générale. Déjà, donc vous pouvez y revenir. Donc, les Ranchoufou d'abord, comme le PPT, comme déjà. Le petit, c'est juste un petit texte, un petit document qui, lui, a un peu l'invention de la monnaie. Vous pouvez y revenir pour le lire. Le travail à faire, je vais la partie de l'introduction. Le petit texte, en fait, c'est un petit texte en anglais. Vous essayez de comprendre, d'expliquer, de traduire un peu et de répondre à quelques questions. Il y a deux questions de discussion en général à travers ce que vous avez compris, ce qu'on a fait au cours. Donc, le délai, vous avez largement le temps à travers la séance qu'on aura afin de mieux répondre aux questions, discuter les questions. Donc, là, à fur et à mesure, je vais essayer de déposer les différents supports de cours, les exercices. Je vais aussi essayer de créer un forum ici. Donc, comme ça, vous pouvez envoyer des questions, vous pouvez discuter entre vous sur l'UNT en ce qui concerne les questions relatives au cours, bien sûr. Alors, le forum, une fois que vous allez poser des questions, le forum, vous allez discuter, que ce soit entre vous là avec moi, je serai dans la mesure de voir toutes vos questions et on essaiera de répondre à fur et à mesure aux questions que vous posez. Très bien. Alors, donc, je vais passer directement au cours. Donc, vous arrivez toujours à voir, Yak? Ah oui, monsieur. Très bien. Alors, je vais juste revenir pour vérifier. Oui. Okay. Donc, je reviens pour vérifier si le cours est en train d'être enregistré. Très bien. Alors, accepter. Voilà. Alors, très bien. Maintenant, vous voyez le cours plein écran, Yak? Oui, monsieur. Très bien. Alors, donc le cours de ce semestre, il tournera autour de l'économie monétaire et financière. Donc, le cours économie monétaire et financière, il sera dispatché en deux parties. La première partie, il y a le S1, le S3, pardon, et la deuxième partie, le S4. Très bien. Donc, en ce qui concerne le plan du cours, il sera comme suit. D'abord, il y aura une introduction générale. Ensuite, il y aura le premier chapitre, les fonctions et les formes de la monnaie. Le chapitre 2, les agrégats de la monnaie et de placement liquide. Chapitre 3, la création monétaire. Et le chapitre 4, il sera autour du marché monétaire. Donc, j'entends toujours quelqu'un qui demande à accéder. Donc, et pour savoir, essayer d'accéder au début, parce que moi, ça va me poser des problèmes. Chaque fois, je dois sortir du plein écran pour accepter que vous accédiez. Donc, voilà, quelqu'un d'autre. Alors, OK. Donc, je ne peux pas rester futile la séance quand même là en train d'accepter. Donc, la prochaine fois, essayez de commencer au début. Très bien, donc je fais le plan. Alors, la première question qui se pose, c'est quoi la monnaie? Donc, tout le monde utilise la monnaie, tout le monde cherche la monnaie, mais si je vous demande par exemple de m'expliquer c'est quoi la monnaie, ça va être un peu complexe, hein, un peu difficile. Donc, tout le monde la connaît, mais c'est très difficile de l'expliquer ou bien de le décrire. Alors, à travers ce cours, la première chose qu'on va faire, c'est essayer d'abord d'expliquer c'est quoi la monnaie, à quoi ça sert, quelles sont les fonctions de la monnaie, les formes de la monnaie. Et après, on passera de manière plus approfondie au marché monétaire, aux échanges monétaires, etc.
Donc, la première chose, pour répondre à la question qu'est-ce que c'est la monnaie, on doit d'abord poser quelques questions. Donc, parmi ces questions, peut-on considérer la monnaie comme bien de consommation? Donc, d'après vous, est-ce qu'on peut considérer la monnaie en tant que bien de consommation? Oui. Oui, pourquoi? Pourquoi on peut considérer comme quoi la monnaie est un bien de consommation? Monsieur, parce que on la consomme, elle reste pas avec nous pour toujours. Elle la consomme. Donc d'abord, pour dire si la monnaie c'est un bien de consommation ou non, il faut d'abord définir c'est quoi un bien de consommation. C'est quoi un bien de consommation? Un bien de consommation, c'est un bien qui ne procure de l'utilité directe. Il ne procure de l'utilité de manière directe. كيعطيني واحد المنفعة بطريقة مباشرة. هذا هو un bien de consommation. Exemple, j'achète du pain. Le pain, c'est un bien de consommation. Des vêtements. Les vêtements, c'est des biens de consommation. Pourquoi? Le pain, je l'achète, je le mange. Donc, le pain qu'un acte direct. Donc, c'est une utilité qui est directe. J'ai faim, je le mange. Les vêtements, j'ai froid, je vais très bien m'habiller. À l'aide de quoi? À l'aide des vêtements. Donc, c'est une utilité directe. Donc, du pain, c'est un bien de consommation. Des vêtements, c'est un bien de consommation. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que l'argent, c'est un bien de consommation aussi? Bhal ou bhal le pain ou bhal les vêtements? Non, Non. monsieur. Non, non. Non. Non, non, monsieur. Mais n'empêche que de la monnaie ou l'argent, alors ça me permet de me procurer du pain, ça me permet d'acheter du pain et ça me permet d'acheter des vêtements. Et à travers du pain ou à travers du vêtement, ça va me procurer de l'utilité directe. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est que la monnaie ou bien l'argent, c'est un bien de consommation, mais c'est un bien de consommation qui est indirect. Pourquoi? Parce qu'il ne procure pas l'utilité directe. ماشي بحال le pain ou بحال les vêtements. Parce que جيني الجوع ما نقدرش ناكل الفلوس. parce que جيني البرد ما نقدرش نلبس الفلوس. Donc, voilà. Donc, كاينه واحد l'utilité, oui, mais c'est une utilité indirecte. J'ai de la monnaie, je peux acheter du pain, je peux acheter des vêtements. Mais il me كايناش واحد l'utilité directe. Donc c'est compris à deux points. Alors, le deuxième point, peut-on considérer la monnaie comme un bien de production? Donc, est-ce que je peux considérer la monnaie comme un bien de production? Donc, selon vous, est-ce que je peux considérer la monnaie comme un bien de production? Monsieur, si on poursuit la logique des choses, ce sera un bien, Comment? ce sera un bien de production. Non, Donc, monsieur. j'arrive pas. Non. Donc, pourquoi non? Parce que les biens de production sont des objets qui servent à la fabrication, à la transformation. Donc, la monnaie, je pense pas. Très bien. Donc, un bien de production, ça doit être un bien qui me procure un facteur de production. Oui, monsieur. Exemple de facteurs de production, le travail, le capital, les machines par exemple, le matériel, etc. Est-ce que la monnaie est un facteur de production? Est-ce qu'il permet de produire de manière directe? Non. Mais à l'aide de la monnaie, à l'aide de l'argent, je peux recruter du personnel, je peux acheter des machines. Et tout cela, ça va être mon actif, donc c'est ce qu'on va appeler un facteur de production. Donc, est-ce que la monnaie est un bien de production? Non, parce qu'il n'est pas un facteur de production direct. Par contre, la monnaie peut me permettre de procurer de manière indirecte des facteurs de production. Donc, dans ce cas, on va dire que non, la monnaie n'est pas un bien de production, mais oui, c'est un bien indirect
de production. Troisième question, peut-on considérer est-ce qu'on peut considérer la monnaie comme étant un signe? Est-ce que la monnaie peut-elle être considérée comme étant un signe? Monsieur, je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'on peut considérer la monnaie comme étant un signe, comme étant un signal, comme étant un symbole? Oui. Oui, c'est un symbole de richesse. Un symbole de richesse. Oui. Voilà. Voilà. Donc, vous prenez un dirham par exemple. Donc, avec le dirham, il y a la valeur fiscale ou il y a la valeur qui est intrinsèque. Quelle est la valeur fiscale d'un dirham? La valeur fiscale d'un dirham, elle est de combien? La valeur fiscale d'un dirham, elle est de 1 dirham. Il y a la valeur fiscale dialogue, il y a la valeur dialogue en tant que monnaie. Donc, en tant que monnaie, 1 dirham. Je ne peux pas acheter quelque chose qui coûte 1 dirham. Il y a que ça. Par contre, la valeur intrinsèque de 1 dirham, elle est de 30 centimes. Alors, la valeur intrinsèque, il y a le coût de production avec le dirham. Et quel qu'il soit avec le dirham, non pas en tant que monnaie, mais en tant que métal. Et il est dit tout 1 dirham, en fin de compte, c'est quoi? C'est du métal. Shqfa. C'est-à-dire que shqfa, il est dinar, par exemple, les États-Unis. Ça coûte combien? Ça coûte 30 centimes. C'est-à-dire qu'il y a la valeur de le métal. Oui? Monsieur, il représente la valeur réelle de la monnaie. Voilà, la valeur intrinsèque, c'est la valeur réelle de la monnaie, mais c'est sa valeur réelle, non pas en tant que monnaie, Comme mais un ma bien, valeur comme réelle un en bien. tant qu'objet ou en tant que bien. Comme un bien. Voilà, c'est comme un bien. Ah oui. Donc, un dirham, le dirham, les un dirham, la vraie valeur, la valeur intrinsèque, il y a 30 centimes. Donc, il a par exemple les États-Unis, ou la Chine, ou la je sais pas moi, Norvège, où je veux avec le dirham, bien sûr. Mais si j'essaie de le vendre, la valeur en tant que métal, il 30 centimes, parce que c'est du métal. Alors que la valeur fiscale au Maroc, c'est 1 dirham. Donc, est-ce qu'on peut considérer la monnaie comme étant un signe? Oui. Non. Donc, oui, c'est un signe. La monnaie, ça reste un simple signe. La valeur fiscale n'a rien à voir avec la valeur intrinsèque. Donc, elle dit que le 1 dirham, il y a la valeur fiscale, c'est juste un signe, mais la valeur réelle, il y a 30 centimes. Donc, avec le 1 dirham, c'est juste un signe. Et là, on a par exemple un papier de 100 dirhams. Quelle est la valeur d'elle ou la valeur intrinsèque? Je ne sais pas, moi, ça peut être 5 dirhams. Il a dit qu'il y a la vraie valeur intrinsèque. Il y a la valeur réelle. Mais la valeur d'elle en tant que monnaie, en tant que signe au Maroc, c'est 100 dirhams. La même chose, si je prends un papier, par exemple 200 dirhams, la valeur intrinsèque de 100 dirhams ou la 200 dirhams ou la 50 dirhams, c'est la même. C'est le même coût de production. Mais le signe, il diffère. La valeur fiscale, il diffère. Il a dit que 50 dirhams, ou 100 dirhams, ou 200 dirhams. Est-ce qu'ils ont la même valeur intrinsèque? Est-ce qu'ils ont la même valeur réelle? Est-ce qu'ils ont le même coût de production? Non, monsieur. Oui, oui, oui. Le même coût de production. علاش non? Il a dit 50 dirhams ou 100 dirhams ou 200 dirhams. وبغيت la valeur réelle. Le coût de production, القيمة الحقيقية ديالهم بشحال تقاموا عليا باش نصاوبهم. فاش تصاوبوا هذوك لي 50 100 200 dirhams في دار السكة بشحال تقاموا عليا؟ واش la même chose ou pas? 50 100 Oui, monsieur. 200. C'est la monsieur, la même C'est la valeur. même chose. Oui. C'est le même coût de production, c'est la même valeur réelle. Elle dit que la valeur, il y a la valeur intrinsèque.
Alors que فاش كنجيو la valeur fiscale, راه 50 كتعطيني واحد le pouvoir d'achat, alors que 100 dirhams كتعطيني un autre pouvoir d'achat, alors que 200 dirhams me procure un autre pouvoir d'achat. Donc, il y a la valeur fiscale. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Que la monnaie, alors, ce n'est juste qu'un signe. Alors, ce n'est juste qu'un signe, ce n'est juste qu'un signal. Il y a واحد العلامة اللي كتحدد واحد القيمة. يعني ماشي هي القيمة الحقيقية. La monnaie, c'est un signe. Est-ce que c'est compris à le point? Oui, monsieur, c'est Oui, compris. oui. Très bien. Alors, maintenant, par qui la monnaie doit-elle être acceptée pour qu'on dise que c'est une monnaie? Par qui la monnaie doit-elle être acceptée pour qu'on puisse... Les banques centrales. La banque centrale. Oui. Est-ce que s'il est juste accepté par la banque centrale, donc c'est bon. C'est automatiquement une monnaie. Par les agents économiques. Je connais les agents économiques. Par tout le monde. Non, le monde, par tout le Voilà. monde. Les entreprises Les et cinq les agents économiques. Très bien, donc. Il faut Par qui la accepter monnaie par tout doit le être monde. acceptée? Elle doit être acceptée par la communauté. Moi, les agents économiques, c'est les utilisateurs qu'on peut aussi appeler la communauté monétaire. Donc, par exemple, si moi et je sais pas, mes amis, ma famille, etc., on n'accepte pas le dirham en tant que monnaie. Il y a une autre ville où ils n'acceptent pas aussi le dirham en tant que monnaie. Est-ce qu'on peut faire des échanges à l'aide du dirham, par exemple, en considérant le dirham comme monnaie? Non, on peut pas. On peut pas parce que tout le monde doit accepter comme quoi le dirham, c'est la devise, c'est la monnaie d'échange qui permet de faciliter les échanges commerciaux. Très bien. Maintenant, on va passer à la question, est-ce qu'on peut considérer la monnaie comme étant un bien public ou bien comme étant un bien privé? Monsieur, il est un bien privé et en même temps était un bien public. Il est un bien privé, en même temps, il est un bien public. Est-ce que vous pouvez expliquer? Alors, un bien privé, c'est quoi? Le bien privé, c'est un bien qui nécessite une suffisante somme d'argent pour l'acheter. Un bien privé, il nécessite une suffisante somme d'argent pour l'acheter. Exemple, du pain. J'ai de l'argent, donc je peux acheter du pain. Je n'ai pas de l'argent, donc ce n'est pas possible pour moi d'acheter du pain. Donc là, il y a ce qu'on appelle de l'exclusion. C'est-à-dire, les gens qui ont de l'argent, ils peuvent acheter du pain. Et les gens qui n'ont pas de l'argent, ils vont être exclus de ce bien privé. Ils ne peuvent pas acheter ce pain parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Donc, automatiquement, ils sont exclus. Donc, là, il y a ce qu'on appelle de l'exclusion. Il y a aussi ce qu'on peut appeler comme de la rivalité. Supposons, je suis à l'épicier. Je veux du pain. Donc, je l'ai acheté. Quand vous allez arriver, vous, chez le même épicier, est-ce que vous allez trouver du pain? Non. Donc là, il y a ce qu'on appelle une rivalité. La rivalité, c'est quoi? C'est lorsque le bien consommé par l'un, il s'acquitte l'autre de sa consommation. Donc, c'est une sorte de concurrence. Donc, si je me procure, ou si j'achète ce bien, alors vous allez être privé peut-être de ce bien-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la rivalité. Alors que l'exclusion, c'est une condition d'accès. Est-ce que tout le monde pourra avoir accès au pain ou pas? Non. Seulement les gens qui ont de l'argent. Ce sont les gens qui peuvent accéder
ou bien se procurer le pain. Donc, il y a une exclusion. Et il y a aussi une rivalité parce que si je consomme maintenant du pain, vous ne pouvez pas consommer le même morceau de pain que j'ai consommé. Donc, il y a une rivalité. Donc, c'est le premier exemple. On va voir un deuxième exemple qui est un bien mixte. Exemple, la pêche dans les zones internationales, la pêche maritime dans les zones internationales. Donc, tout le monde, je pense, il connaît la zone maritime dans la pêche maritime dans les zones internationales. Pardon. Alors, est-ce que la pêche maritime dans les zones internationales est accessible à tous les pays, par exemple? Oui, je Pardon, monsieur. Est-ce que la pêche maritime dans des zones dans les internationales. zones internationales est accessible à tous les pays? C'est-à-dire que le bled libre, une zone internationale ou dit les bateaux la pêche Non. maritime. Non, c'est interdit. Non, monsieur. Là, je parle des zones internationales. Attention. Oui, c'est possible, oui, oui. Oui, Donc, monsieur, c'est possible. dans les zones internationales, c'est possible. Là, les zones internationales, c'est des zones là. Donc, par exemple, le Maroc, il peut avoir des bateaux, ou c'est que les bateaux, les zones internationales, pour faire de la pêche. Donc, il y a de l'exclusion ou pas? Pas d'exclusion. Non, pas d'exclusion, Non, monsieur. monsieur. Non, non. Il n'y a pas d'exclusion. N'importe quel pays, il y a de la pêche maritime dans les zones internationales. Il n'y a un pays qui sera privé. Mais est-ce qu'il y a de la rivalité? Pas de rivalité. Oui. Est-ce qu'il y a de Si, la il rivalité? y a de la rivalité, monsieur. Il y a. Pourquoi il y a de la rivalité? Parce que c'est une zone accessible à tous. Donc, Parce que, c'est une zone accessible à tous. Pêcher est un bien pour tout le monde, donc il y aura de la rivalité pour les récoltes de pêche. alors, c'est une zone qui est accessible à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas de rivalité. Oui. Mais est-ce qu'il y a de la rivalité ou pas? Alors oui, il y a de la rivalité. Là, il y a de la rivalité. Parce que monsieur, c'est une zone écoute chez et donc pêcher, il devrait pêcher plus que l'autre. Je pense qu'il y a de la rivalité. Donc, علاش قلنا هنا ما كايناش l'exclusion علاش حيت قلنا n'importe quel pays s'il veut aller pêcher dans ces zones internationales il peut. Donc le premier critère il y a l'exclusion, il n'y a pas d'exclusion. علاش قلنا il y a de la rivalité? Supposons que je vais partir du Maroc. Je vais aller à la zone internationale. Je vais commencer à pêcher. Il y a l'espèce de poisson, je dis n'importe quoi, une espèce de poisson qui a commencé à disparaître. Supposons, par exemple, je dis n'importe quoi, une seule pièce. Moi, j'ai pêché avec la pièce. Est-ce que vous allez trouver la même espèce que j'ai déjà pêché? Non. Non. Il y a de la rivalité, il y a de la concurrence. Je suis arrivé le premier, j'ai des techniques de pêche qui sont hautement avancées, hautement développées, donc je vais essayer de pêcher le maximum. Par exemple, j'ai dit n'importe quoi. Donc, il y a de la rivalité, il y a de la concurrence. Donc, par l'exemple, il y a la pêche maritime dans les zones internationales, il n'y a pas d'exclusion. La pêche, elle peut, mais il y a de la rivalité quand même entre les pays parce qu'il y a de la concurrence. Ça marche? Oui. Alors, on passe au troisième exemple. Le troisième exemple, c'est l'autoroute, par exemple. Monsieur, Oui? il y a de la rivalité كتعلق بواش كاينه لا كونفيرونس ولا ياك. Oui, de la concurrence, oui. De la concurrence et en même temps, un bien. Si le bien il est consommé, il s'acquitte l'autre de sa consommation. C'est-à-dire, ça te donne la possibilité comme quoi, il aime chitana, خديت هذاك le bien, تقدر انت تجي ما تلقاهش. C'est ça la rivalité. Donc, si le bien est consommé par un,
il peut être consommé aussi par l'autre, il peut être pas. Mais on a de la possibilité, c'est-à-dire que il a مشيت انا درت la pêche maritime, نقدر ناخذ واحد لو بواسون تقدر نجي انت تبقى عام ما عمرك تلقاه حيت داكشي اللي كان peut-être خديته انا. Ça marche. Oui, oui, oui. Donc, le troisième exemple, qui est aussi un bien mixte, c'est l'autoroute. Alors, l'autoroute, est-ce que tout le monde peut emprunter l'autoroute? Moi, j'ai une voiture. Est-ce que je peux emprunter l'autoroute? Non. Oui, oui, oui. Oui, monsieur. Est-ce que Si vous avez avec vous, si il y a l'argent. Voilà. Donc, si j'ai l'argent. Alors, j'ai une voiture, mais j'ai pas de l'argent. Est-ce que je peux emprunter l'autoroute? Non. 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 Donc, est-ce qu'il y a une exclusion ou pas? Oui. Oui, il y a une exclusion. Il y a une Il y a une exclusion. Donc, les qui n'ont pas de l'argent, qui n'ont pas de la monnaie, ils sont automatiquement exclus. Ils n'ont pas droit à ce service-là. Mais moi, par exemple, si j'ai de la monnaie, donc, je peux bénéficier de ce service-là, qui est l'autoroute. Est-ce qu'il y a une rivalité ou pas? Pas de rivalité. Pourquoi? Non. Pourquoi il n'y a pas de rivalité? Les personnes, les gens qui passent, les gens qui. Donc, essayez de parler un par un. C'est un bien public, c'est pour ça que c'est pas une rivalité. Parce qu'il n'y a pas de rivalité, parce que c'est un bien public. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il n'y a pas de rivalité. Les mêmes services pour tous les gens qui passent à sa route. Donc, l'exemple de la pêche maritime. La pêche maritime, je dis qu'il y a une rivalité. La pêche, je peux pêcher des poissons parce que je suis arrivé le premier. Donc, j'ai une touma, mais les poissons. Donc, نقدر ناخذ un bien اللي تقدروا تجيو نتوما ما تلقاوش. داكشي باش قلنا كاينه une rivalité, كاينه de la concurrence. Je peux consommer un bien et automatiquement vous serez privé peut-être de ce bien-là. علاش قلنا كاينه une rivalité. هنا في l'autoroute علاش ما كايناش une rivalité? La disponibilité, monsieur. ما كايناش concurrence, oui. علاش ما كايناش concurrence? Ils ont le même point. La disponibilité. Et l'autoroute. Tout le monde va payer l'autoroute. Là, d'abord le paiement, elle est l'exclusion. Le paiement, c'est une question d'accès. Qui peut accéder à l'autoroute et qui ne peut pas accéder à l'autoroute? Les gens de fleu, ça va réussir l'autoroute. Les gens de fleu, ça va réussir national. Donc, c'est clair. Donc, automatiquement, le service de l'autoroute, il exclut les gens qui n'ont pas de la monnaie. Donc, l'exclusion, elle a accès ou là, pas d'accès. D'abord, on a la rivalité. Donc, le point qui est très important, c'est qu'il y a la concurrence sur l'autoroute. Effectivement, il n'y a pas de concurrence. Mais est-ce qu'il y a la concurrence sur l'autoroute? Le bien, Maradis, monsieur. Voilà, le bien, la disponibilité, monsieur. C'est un service illimité. Les biens fixes. Il a dit que l'autoroute, غتجيو غدوزو من الميم autoroute. واش الا دزت انا من l'autoroute غتجيو نتوما غتلقاوها الثلاث؟ ما كايناش possibilité. Non. Donc, c'est un bien mixte où il y a de l'exclusion, c'est-à-dire l'exclusion, c'est l'accès. Les gens qui ont le flux, les qui ont l'autoroute, les qui ont le flux, qui sont national. C'est des gens qui sont exclus. Donc, il y a de l'exclusion sur l'autoroute. Est-ce qu'il y a de la rivalité? Il n'y a pas de rivalité parce qu'il n'y a pas de la concurrence. Ou avec le bien, mais qui t'salash aslan. Donc pourquoi il va y avoir de la concurrence? Et si le bien est consommé par l'un, il ne s'acquitte pas l'autre de sa consommation. C'est-à-dire, il aime chitana sur l'autoroute, mais on haram comme chito même l'autoroute. Chose qui n'était pas le cas de la pêche maritime. La pêche maritime في les zones internationales, il aime chitana de la pêche maritime في les zones internationales, نقدر نحرمكم من les poissons يقدروا يجيو ما تلقاوش حيت صيدتهم انا. Donc je peux vous priver d'un bien. Le fait que je consomme un bien où il y a de la rivalité peut vous priver tout même avec le bien. Donc هذه باش كنقولوا حنا il y a de la rivalité. Le quatrième exemple,
qui est l'exemple de l'éclairage public. L'éclairage public, est-ce qu'il y a de l'exclusion ou pas d'exclusion? Est-ce qu'il y a de la rivalité, pas de rivalité? Non, il y a des exclusions. Et pas de rivalité. Pas d'exclusion et pas de rivalité. Oui. Donc, pourquoi pas d'exclusion, pourquoi pas de rivalité? Parce que c'est l'État qui procure un bien pareil. C'est un bien collectif, monsieur. Voilà. C'est un bien collectif, oui. Mais je n'ai la question que je dois me poser. Je me dis, est-ce qu'il y a la rivalité ou pas? Ou là, est-ce qu'il y a l'exclusion ou pas? Est-ce que ça va s'épuiser? Il sème la واحد l'autre ما يسملوهاش. Voilà. Ou la rivalité à l'accès. Donc, d'abord, l'exclusion. Est-ce qu'il y a exclusion ou pas? Non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'exclusion. Je n'ai la question à laquelle je dois répondre pour savoir que je est-ce qu'il y a dois exclusion le ou pas. Est-ce que tout le monde consent? Est-ce que tout le monde, la question est est-ce que tout le monde peut profiter de ce bien? La question c'est est-ce que tout le monde peut bénéficier de l'éclairage public? Il y a la question. Ouais, واش كنقولوا l'éclairage public راه درناه للناس اللي عندهم الفلوس ولا الناس اللي طوال ولا الناس اللي قصار واش كاينين اكسكلوزيون ما كايناش دونك tout le monde peut bénéficier de l'éclairage public. Donc l'ensemble des citoyens, l'ensemble de la communauté peuvent bénéficier de l'éclairage public sans priver aucune catégorie. Donc automatiquement là, il n'y a pas d'exclusion à une catégorie déterminée. Donc, je n'ai exclu personne le bien qui est l'éclairage public. Donc, c'est un bien public. Donc, automatiquement, bien public, il n'y a pas d'exclusion. Pas de l'exemple. Le deuxième point, est-ce qu'il y a de la rivalité ou pas? Est-ce qu'il y a de la rivalité ou pas? Non, il n'y a pas de rivalité. Non, monsieur, il n'a pas de rivalité. Donc, si je consomme le bien, si je vais sortir, je vais bénéficier de bien de l'éclairage public. Est-ce que je vais vous priver peut-être de bien? Non. Non, monsieur. Donc, automatiquement, il n'y a pas de rivalité et il n'y a pas d'exclusion. Très bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la monnaie? Est-ce que c'est un bien public ou est-ce que c'est un bien privé? Les deux. Monsieur, Public. Oui. s'il y a d'exclusion et de rivalité, on peut dire que la monnaie, c'est un bien privé. Et s'il n'y a pas d'exclusion et de rivalité, on dit que la monnaie, c'est un bien public. Et d'abord, on doit déterminer au niveau de la monnaie s'il y a de la rivalité et s'il y a de l'exclusion. Mais monsieur, selon la situation, La monnaie en général. Est-ce qu'il est accessible à tout le monde ou pas? Non. Non, monsieur. non, monsieur, n'est pas Il accessible n'est pas à tout le monde. accessible à tout le monde. Donc, Non. il y a l'exclusion ou il n'y a pas d'exclusion? Il y a Il y a d'exclusion. Il y a d'exclusion. Il y a de l'exclusion. Donc, la Oui. monnaie, en général, il y a de l'exclusion. Automatiquement, il y a de l'exclusion. Est-ce qu'on peut dire, dans le cas de la monnaie, il y a de la rivalité ou pas de rivalité? Oui, monsieur. Pas de rivalité. Pas de rivalité. Donc, pas de rivalité. Pourquoi on a dit pas de rivalité? La monnaie, c'est un bien limité. Voilà, parce que c'est pas un bien limité. C'est-à-dire que si, par exemple, là, je vais gagner 300 milliards de dollars, est-ce qu'automatiquement, là, vous ne pouvez pas dépasser le montant que j'ai gagné moi? Non, on peut les dépasser. Donc, automatiquement, mais il y a de la rivalité. Donc, il y a peut-être de la concurrence entre nous. Mais si, par exemple, moi, j'atteins le niveau de gain ou de richesse, alors, ça ne va pas vous priver, vous, d'une richesse, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est clair? Donc, la monnaie, elle se caractérise par l'absence de rivalité et par l'existence d'une exclusion. Est-ce que c'est OK? Est-ce
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, monsieur. Donc, la monnaie se caractérise par l'absence de la rivalité et l'existence de l'exclusion. Donc là, on peut dire que la monnaie, c'est un bien public, mais c'est aussi un bien qui est mixte. Mixte, et de Pas de rivalité. pas de rivalité et il y a de l'exclusion. Donc c'est un bien public mixte qui est caractérisé par l'absence de la rivalité et par l'existence de l'exclusion. Donc, je récapitule ce qu'on a dit. Donc, on a dit d'abord que la monnaie, c'est un bien de consommation qui est indirect. Pourquoi? Parce que la monnaie ne procure pas directement une utilité, donc, et elle procure de l'utilité de manière indirecte. C'est à l'aide de la monnaie que je vais acheter des biens de consommation qui vont me permettre de me procurer de l'utilité de manière directe. Deuxième point, la monnaie est un bien de production qui est indirect. C'est grâce à la monnaie qu'on peut se procurer un facteur de production comme le capital, travail, machine, etc. Donc, c'est un bien de production qui est indirect. Ce n'est pas un facteur de production en lui-même, mais il me permet de me procurer le facteur de production. Donc, on a dit comme quoi la monnaie est un bien public mixte. Pourquoi? Parce qu'elle se caractérise par l'absence de la rivalité et l'existence de l'exclusion. Absence de rivalité, parce que le fait de consommer la monnaie, ça ne va pas vous priver de la monnaie. L'existence de l'exclusion, ce n'est pas n'importe qui peut avoir la monnaie. Hein. Il faut travailler, il faut faire un effort, etc. Hein, afin qu'on puisse gagner de la monnaie. Donc, il y a des catégories qui sont exclues. Ce qu'on a des catégories peut-être, Nas qui ne font par exemple que dormir, peut-être, n'importe quoi, ils sont peut-être exclus. Alors, le quatrième point, la monnaie, c'est un signe, ou là c'est un symbole. D'abord, c'est simplement un signe, ce qui veut dire que la monnaie, c'est un symbole. Donc, on a donné l'exemple de la valeur fiscale ainsi que la valeur intrinsèque ou la valeur réelle de la monnaie pour dire que c'est juste un signe, c'est juste un symbole. Aussi, pendant longtemps, les deux valeurs qui sont la valeur intrinsèque ou la valeur fiscale étaient identiques. Donc, ça fait très longtemps, la valeur intrinsèque de la monnaie ainsi que la valeur fiscale de la monnaie étaient identiques. Donc, aujourd'hui, la valeur fiscale, un dirham, elle est de 1 dirham, alors que la valeur intrinsèque, elle est de 30 centimes. 30 centimes. Donc là, ça encourage les gens à utiliser la monnaie par sa valeur monétaire, par sa valeur fiscale et non pas par sa valeur intrinsèque. Supposons que, par exemple, le dirham était fabriqué à l'aide de l'or. Comme ça, l'or, le dirham. Ou la valeur fiscale d'Yellow, il est toujours un dirham. La valeur intrinsèque d'Yellow, je vais supérieure ou inférieure à la valeur fiscale? Supérieur. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que, par exemple, je vais prendre un dirham et je vais aller acheter du pain chez l'épicier? Non, non. La valeur intrinsèque. Voilà, donc je vais le préserver, je vais le garder et je vais échanger ce bien en tant que valeur intrinsèque et non pas en tant que valeur fiscale. Donc, le problème, c'est ce qui se passait avant. Quand la valeur intrinsèque supérieure ou bien égale à la valeur fiscale. Donc, parfois, les gens, ils pouvaient garder de la monnaie, mais ils ne la gaspillaient pas. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup de valeur que sa valeur fiscale, sa valeur monétaire. C'est pour ça qu'on a dit que de la monnaie, ce n'est juste qu'un signe, ce n'est juste qu'un symbole. Mais toutefois, la monnaie, c'est aussi un symbole de souveraineté. Pourquoi on a dit que c'est un symbole de souveraineté? Parce que la monnaie, elle est garantie par l'État. La monnaie est un symbole de souveraineté parce que l'État
donne ou bien confère à la monnaie un pouvoir libératoire, c'est-à-dire le pouvoir de libérer des dettes. Donc, on a au niveau institutionnel, votre camarade tout à l'heure a parlé de la Banque centrale. Quand la Banque centrale va faire sortir de la monnaie, du dirham par exemple, de la monnaie, elle confère aux citoyens un pouvoir libératoire. C'est-à-dire que si j'ai de la monnaie, je peux payer mes dettes, je peux acheter des biens. Donc, le fait d'avoir de la monnaie me permet de régler les paiements et de rembourser mes dettes. C'est ce qu'on appelle un pouvoir libératoire. Le pouvoir libératoire, qui peut le conférer, c'est la Banque centrale, c'est l'État. D'ailleurs, chaque fois que la Banque centrale du Maroc, qui est Banque El Maghrib, fabrique une nouvelle pièce ou un nouveau billet, qu'est-ce qu'ils font? Quand Banque El Maghrib fabrique une nouvelle pièce, la première chose qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne une valeur à cette pièce. Oui, il a donné une valeur. Par exemple, il faut 20 dirhams جديدة. لا تشير البريمير 20. C'est la Banque centrale. Il a خرجت par exemple 20 dirhams جديدة. شنو هي أول حاجة كدير la Banque centrale? La première chose que la Banque centrale va faire. كترجع عندها les 20 dirhams القدام. Non, pas forcément. تفرقوا على les banques. Oui, mais au niveau public, شنو كدير؟ دير بيبليسيتي بلي راه La publicité. وريهم لينا. Donc, la première chose que la Banque centrale va faire, elle va faire de la publicité. Il va nous dire, attention, il y a le nouveau billet de 20 dirhams qui vient de sortir. Donc, par la publicité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne le pouvoir libératoire aux 20 dirhams. Attention, si quelqu'un vient vous payer avec cette monnaie-là, ces 20 dirhams-là, il faut l'accepter. Parce que moi, l'État, moi, la Banque centrale, je donne ce pouvoir libératoire à ces 20 dirhams. Donc, si quelqu'un doit rembourser une dette qui est par exemple 2000 dirhams, et il vient avec des billets de 20 dirhams, vous pouvez les accepter parce que c'est de la monnaie qui a été fabriquée par la Banque centrale. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de la publicité. On va communiquer cela au niveau de la presse. C'est ce qu'on appelle un phénomène institutionnel. Pourquoi? Parce que ça vient d'une institution. Donc, au début, on parlait de communauté, c'est-à-dire les citoyens. De la communauté ou les citoyens, qu'est-ce qu'ils ont donné à l'argent? Ils ont donné à l'argent avec le signe, le symbole. Comme quoi, il faut échanger avec la valeur fiscale ou la valeur monétaire de l'argent et non pas la valeur intrinsèque. Alors que l'État ou la Banque centrale, il a développé avec le symbole pour qu'il devienne un symbole de souveraineté. Donc là, c'est un phénomène aussi institutionnel. Donc la monnaie, c'est aussi un phénomène institutionnel. Donc, par qui la monnaie doit être acceptée, elle doit être acceptée par l'ensemble, les agents économiques, par la communauté monétaire, par les citoyens marocains. Donc la monnaie n'a pas d'utilité sauf s'il est accepté par l'ensemble des agents économiques, la communauté monétaire. Parce que avec le dirham comme monnaie, donc tout le monde doit accepter le dirham en tant que monnaie pour qu'on puisse échanger ou effectuer des transactions commerciales à l'aide du dirham. Ensuite, on dira que la monnaie est indéterminée. On l'a dit tout à l'heure, la monnaie n'a pas de limite. Donc, je peux atteindre 1 milliard, 300 milliards d'euros, 500 millions de yens. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Est-ce que quelqu'un a déjà atteint la limite de la monnaie? Ou là, est-ce que quelqu'un a déjà accumulé une richesse limite en termes de monnaie? Non. Donc, à chaque fois au niveau mondial, il y a un classement des gens les plus riches et chaque fois, il y a des chiffres nouveaux. Donc, chaque fois, il y a des chiffres nouveaux. Donc, il n'y a pas de limite. La monnaie n'a pas de limite.
Et le dernier point, la monnaie est immédiate. Pourquoi on a dit que la monnaie est immédiate? Parce que c'est l'actif le plus liquide. Donc, au niveau de l'année dernière, la comptabilité, surtout la trésorerie. La trésorerie active, la trésorerie au niveau de l'actif. Donc, la trésorerie au niveau de l'actif, donc le compte qui représente le plus de liquidité, c'est la caisse. Le compte qui représente le plus de liquidité, c'est la caisse. Donc, on a comme quoi la monnaie, c'est l'actif qui est le plus liquide. Donc, jusqu'ici, c'est OK? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va passer donc à la définition de la monnaie. Donc, la monnaie est tout ce qui est généralement accepté comme moyen de paiement de biens et services ou de règlement des dettes. Donc, n'importe quelle chose qui est acceptée par la communauté, par les agents économiques en tant qu'un outil ou là, en tant que moyen de paiement de biens et services et de règlement de dette peut être considéré comme monnaie. C'est-à-dire que si demain, par exemple, au Maroc, on ne va plus utiliser le dirham comme monnaie, on va utiliser, je ne sais pas moi, un autre objet, par exemple, je dis n'importe quoi, un autre objet de métal ou bien d'or, pour payer les biens et services ou bien pour régler les dettes, ça peut être considéré comme étant une monnaie. C'est n'importe quel objet, quel bien qui peut servir de paiement et de règlement de dette. Il peut être considéré comme monnaie. Donc, à de l'exemple, qu'est-ce qui peut être considéré comme monnaie? Vous allez voir au niveau de le cas que vous avez au niveau de l'ENT, c'est un petit texte à lire, ça va vous permettre de réfléchir un peu autour de la question. Alors, on passe au troc. Donc, la monnaie, elle est très importante. Toutefois, les économies peuvent fonctionner sans monnaie. Et c'est d'ailleurs ce qui se passait avant. Ça fait longtemps, les gens ne travaillaient pas avec de la monnaie. Mais il y avait ce qu'on appelait un système de troc. Ce qu'on appelle en arabe al-muqayada. Reprise. Voilà, c'est une reprise. Donc, le troc, c'est un système d'échange dans lequel les individus échangent des biens et des services directement contre biens et services. Donc, les échanges de troc ont prévalu au premier stade du développement de notre économie, c'est-à-dire que les gens, pendant les premiers stades du développement de notre économie, échangeaient à l'aide de système de troc. Mais le problème, c'est que le système de troc était un système qui est inefficace. Donc, ça nous fait beaucoup de problèmes et de contraintes. Alors, supposons que chacun des trois personnes, on a trois personnes, A, B, C. Chacun des trois personnes produit un bien particulier, mais automatiquement, il va avoir besoin d'autres biens. Alors, on a la personne A qui produit des bananes, la personne B qui produit des pommes et la personne C qui produit des oranges. Alors, la personne A qui produit des bananes a besoin de pommes, alors que la personne B qui produit des pommes a besoin des oranges. Et la personne C qui produit des oranges a besoin des bananes. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une relation de troc ou bien d'échange entre les trois personnes. Donc, la personne A, il y a les bananes, il veut les pommes. Donc, il doit chercher qui est la personne qui a les pommes. Bien évidemment, c'est la personne B. Mais est-ce que A peut échanger avec B directement? Non, non. Que B, il ne veut pas les bananes, il veut les oranges. Les oranges, donc où la personne B peut trouver les oranges? La personne C. Troisième personne. La personne, c'est... Est-ce que la personne B et la personne C peuvent échanger directement? Non. Parce que oui, B, il veut les oranges ou les oranges qui sont C, mais C, il veut des bananes. Les bananes, mais qui sont B. Donc là, ça rend le problème
un peu complexe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le A, il doit faire l'échange avec C. Oui. Comme ça, le A, il va donner les bananes à la personne C. Donc, la personne C va répondre à ses besoins. Automatiquement, la personne A va prendre les oranges C. Elle va les donner à la personne B pour avoir des pommes. Alors que la personne A va donner les oranges, la personne A va donner les oranges qu'elle a récupérées de chez la personne C à la personne B pour avoir des pommes. Et comme ça, les trois personnes pourront satisfaire leurs besoins. Donc, c'est un exemple qui contient 3 personnes avec 3 produits. Supposons qu'on avait 100 personnes et chaque personne produisait un bien déterminé. Donc, le problème va être beaucoup plus complexe et difficile à résoudre. Et c'est pour ça que le système d'échange de troc était un système qui était très, très difficile à gérer. Et c'est pour ça qu'on a essayé de dépasser ce système. Donc, quelles sont les principales sources d'inefficacité dans l'économie de troc? Alors, la première source d'inefficacité, c'est la double coïncidence de besoins. La personne A produit des bananes, elle veut des pommes. Donc, je dois chercher quelqu'un qui veut des bananes et qui peut me donner des pommes. Donc, pour chercher à de la personne, je dois peut-être voyager, je dois attendre pendant longtemps. Donc, je vais dépenser des coûts, ainsi en termes de temps et en termes de ressources. Donc, les parties doivent engager leur temps ainsi que leurs ressources dans la recherche de leurs besoins pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins et pour qu'ils puissent échanger avec quelqu'un d'autre qui détient avec le bien dont ils ont besoin. Donc, les coûts qu'on va gaspiller, le temps, les ressources peut-être que je vais dépenser, c'est ce qu'on appelle des coûts de transaction. Donc, et plus, l'exemple, il y avait 3 personnes, donc, avec 100 personnes, les coûts de transaction vont être beaucoup plus élevés. Donc, automatiquement, il y a une consommation ou une dépense des coûts de transaction pour pouvoir atteindre la coïncidence de besoin, une double coïncidence de besoin. Le deuxième point, c'est que chaque bien a de nombreux prix. C'est-à-dire que moi, j'ai des bananes, je cherche des pommes. La première chose, c'est que je dois d'abord trouver qui est la personne qui veut des bananes et qui peut me donner des pommes. C'est-à-dire le premier point. Le deuxième point, combien de bananes je vais donner pour avoir combien de pommes? Donc, pour avoir, par exemple, une pomme, combien je dois donner de bananes? Est-ce qu'une banane est équivalente à une pomme, ou bien 2 bananes égale une pomme, ou bien une banane égale 3 pommes? Donc, il y a un problème de prix. Et même si on va fixer le prix, s'il y a un nombre intéressant de personnes, il faut voir le prix des pommes par rapport aux bananes, le prix des bananes par rapport aux oranges, le prix des oranges par rapport aux pommes. Donc il faut, par exemple, on avait juste 3 produits. Donc, pour fixer les prix ici, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir la relation entre banane et pomme. C'est-à-dire une banane, ça équivaut combien de pommes? La pomme, ça équivaut combien d'oranges? L'orange, ça équivaut combien de bananes? Donc, il faut fixer des relations pour savoir les prix. Et là, on a juste 3 produits, 3 personnes. Supposons qu'on aura, par exemple, je ne sais pas moi, 1000 personnes avec 1000 produits. Il faudra faire la relation entre le bien 1 avec le bien 2, le bien 1 avec le bien 3, le bien 1 avec le bien 4, et ça ne va pas en finir. Donc, la relation qui va nous aider pour calculer le nombre de prix existants, c'est
n multiplié par n moins 1 divisé par 2. N ici, c'est le nombre d'articles. Ça nous permet de déterminer quel est le nombre de prix qui peut exister dans une relation de troc. Alors, le troisième point, c'est qu'il y a une manque de normalisation pour le bien et service. Mais il n'y a une référence, il n'y a pas de référence. Je peux vous dire, moi j'ai des bananes, je peux vous dire que, attention, moi j'ai besoin de pommes, mais je vais vous donner une banane, vous allez me donner une caisse de pommes. Vous pouvez voir un autre qui va vous dire, bon voilà, moi j'ai des bananes, mais je vais vous donner 2 bananes, vous allez me donner 10 pommes. Donc, il y a une référence de prix, il y a une normalisation. Ce n'est pas comme ce qui se passe maintenant, par exemple. D'abord, par exemple, c'est 3 dirhams, peut-être, c'est 2 dirhams. Et c'est à peu près partout la même chose, à peu près. Par contre, le système de troc, non. Il faut négocier en référence à ce que vous possédez, le bien que vous possédez et le bien dont vous avez besoin. C'est comme si vous allez faire une reprise. On a un téléphone, on a un autre truc, c'est un arrangement qui est entre les personnes, il n'y a pas vraiment une référence. Et le troisième point, il est difficile d'accumuler de la richesse. Donc, par exemple, il a dit, par exemple, là, j'achète des bananes et je garde donc, les bananes à une certaine date, donc les bananes, ils peuvent être périmées. Donc, on a dit, par exemple, un stock très important de bananes. Si avec le stock de bananes est périmé, donc ma richesse est foutue. Donc, ça ne me permet pas d'accumuler de la richesse. Par contre, si j'ai de la monnaie, je peux garder avec le stock de monnaie chez moi pendant des années. Donc, j'accumule de la richesse. Par contre, le système de troc, quand je unis les bananes, automatiquement, après, les bananes, je ne vais pas. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Alors, l'invention de la monnaie. Donc, quels sont les problèmes liés à le système de troc? Donc, pour essayer d'améliorer les systèmes de troc, les gens, ils ont décidé d'identifier de nouveaux produits spécifiques. Donc, avant de passer à la monnaie, parce qu'on a fait un système de troc, les gens ont décidé d'identifier le produit spécifique. Le produit, à l'époque, monnaie marchandise. C'est un produit que la plupart des gens accepteraient ou l'accepter dans un échange. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup d'histoires qui voulaient, comme quoi, canaux, parfois les cornes, les chèvres, on les utilisait comme étant que monnaie. On peut, par exemple, utiliser le bien qui est commun. Je dis n'importe quoi, les pommes de terre, par exemple. Il y avait une époque où on avait utilisé, les gens utilisaient les pommes de terre comme étant une monnaie. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment une monnaie comme on la connaît aujourd'hui, il y a une monnaie en métal ou en or, mais c'est ce qu'on appelait à l'époque une monnaie marchandise. Il y a le bien qui est disponible de façon accrue et les gens se mettent d'accord comme quoi le bien, on va l'utiliser comme monnaie. C'est-à-dire, moi je vais acheter des bananes, je vais être payé je vais payer en pommes de terre. Je vais vendre des bananes, je vais être payé en pommes de terre. Quelqu'un qui a les oranges, il veut vendre les oranges, il va être payé en pommes de terre. Donc, avec le pomme de terre, par exemple, qui est la monnaie marchandise au sein de la communauté. Donc, tout le monde se met d'accord comme quoi la marchandise va être la monnaie qui va faciliter les échanges dans une communauté. Donc, la monnaie marchandise est un bien qui est utilisé comme monnaie et dans sa propre valeur, il y a la valeur intrinsèque, est indépendante de son utilisation comme monnaie. Il y a la valeur fiscale. C'est-à-dire, par exemple, la pomme de terre, il y a une monnaie marchandise. Alors, quand je vois la valeur intrinsèque de la pomme de terre, mais quand je vois la valeur fiscale, la valeur d'utilisation comme étant une monnaie. Donc, la monnaie, elle permet aux gens de se spécialiser et de devenir plus productifs et de gagner des revenus plus élevés. La spécialisation se produit lorsque les individus produisent des biens ou des services pour lesquels
ils ont relativement la meilleure capacité de production. Donc, une fois on travaille avec de la monnaie marchandise, mais après, le produit qui est disponible avec lequel je pourrais échanger pour survivre. Non, j'ai par exemple une terre où il est très bien de cultiver par exemple des tomates, donc je vais cultiver les tomates, je vais me spécialiser dans les tomates. Sans pour autant me soucier واش les tomates كاين اللي يشريهم من عندي واش كاين مع من تبادل واش كاين الا بغيت لا فيوند الناس ديال لا فيوند شنو كيطلبوا en contrepartie etc. donc moi فاش كتكون la monnaie je me spécialise par exemple le produit que je maîtrise le plus ou le produit où j'ai plus une capacité élevée de production, une meilleure capacité de production et ça va me permettre d'être plus efficace et plus performant dans ma production. Et ça va avoir des retombées et des conséquences positives sur l'économie, bien évidemment. Donc, là, le document FLENT, c'est un petit texte qui raconte un peu brièvement la petite histoire de l'invention, la création de la monnaie, où il fait l'exemple de monnaie marchandise. Alors, pour conclure, les idées à retenir, c'est d'abord la monnaie est un phénomène social. Pourquoi c'est un phénomène social? Parce qu'elle doit être acceptée par l'ensemble des agents économiques, par l'ensemble de la communauté monétaire. Donc, elle est basée sur la confiance des utilisateurs. Donc, tout le monde a confiance en cette monnaie. Et qu'est-ce qui va valider la confiance? C'est aussi le fait que la Banque centrale va produire cette monnaie. Ça va dire à la presse, ça va dire à la publicité. Donc, c'est une monnaie qui est garantie aussi par l'État. Alors, la monnaie est un phénomène institutionnel vu que sa valeur est fondée sur la garantie de l'État. Donc, c'est un phénomène social parce qu'elle est acceptée par les gens, par la communauté, par nous. Et c'est un phénomène institutionnel parce que sa valeur représente un symbole de souveraineté, parce qu'elle est fondée sur la garantie de l'État. Et troisièmement, la monnaie est aussi un phénomène économique parce que sa raison d'être, c'est de faciliter, de simplifier les transactions entre les individus et d'éviter les inconvénients ou les différentes entreintes et les inefficacités liées au système de troc. Donc, les trois dimensions de la monnaie, c'est une dimension sociale liée à la confiance des gens. Donc, tout le monde a la confiance en dirham. Donc, il va les accepter. Personne ne va me dire que non, j'accepte pas cette monnaie. Mais si par exemple, je vais aller acheter quelque chose et je donne en contrepartie le yen, par exemple, on va me dire non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance en cette monnaie. On a confiance plus dans la monnaie sur laquelle on s'est mis d'accord, c'est le dirham. Et qu'il y a une dimension institutionnelle qui est préservée par l'État, par la Banque centrale, et on a une dimension qui est économique, qui permet de simplifier les transactions entre les individus. Donc, vous avez le petit texte. Le petit texte, c'est un texte qui est original, c'est un texte en anglais, intitulé What's Money? Ask a Taxi Driver. Donc, à travers le texte, en le lisant, vous allez essayer de répondre à ces deux questions. Peut-on considérer le paquet de cigarettes Marlboro utilisé pour payer les chauffeurs de taxi en Russie à la fin des années 1980 comme étant une monnaie? Expliquer cela brièvement. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, la devise allemande, Reichsmark, a tellement perdu sa valeur qu'une économie de troc s'est développée. Donc, avec la devise allemande, après la fin de la guerre mondiale, la devise allemande a perdu sa valeur, que les gens ont opté vers une économie de troc. Donc, pendant cette période-là, plusieurs citoyens allemands, par exemple, utilisaient les cigarettes américaines comme monnaie. Donc, pourquoi les gens avaient utilisé les cigarettes selon vous? À votre point de vue, pourquoi on avait utilisé les cigarettes comme monnaie pendant ces circonstances? Donc, voilà. Donc, vous allez trouver le cours, vous allez trouver le texte aussi au niveau de l'ENT et on aura le cours, Inch'Allah, le mercredi, même heure,
toujours sur la plateforme Google Meet. Et s'il vous plaît, la prochaine fois, essayez de vous connecter un poteau. Comme ça, je vois qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé toujours des requêtes pour rejoindre le cours, mais je ne veux pas à chaque fois quitter le cours pour les accepter. Donc, c'est un peu difficile pour moi. La prochaine fois, on va entamer le premier chapitre qui est les fonctions et les formes de la monnaie. Ça marche? Monsieur, le deuxième cours, c'est demain ou c'est mercredi? Mercredi. Donc, là, j'ai corrigé cela au niveau de l'ENT. Donc, c'est chaque lundi et chaque mercredi, 8h45. Merci, monsieur. Donc, je vais essayer, Merci beaucoup, essayer de créer le forum FluentT. Comme ça, si vous avez des questions, là, si vous voulez, entre vous, vous pouvez le faire. Et vous avez aussi mon email. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des questions au niveau de mon email. La vidéo, le cours, il est enregistré. Donc, je vais déposer le lien Drive pour les gens qui n'ont pas pu suivre en direct au niveau de la plateforme ENT. OK? Merci beaucoup. Merci, monsieur. Donc, très bien. Et à mercredi, pardon. Inch'Allah. عندنا حصة دابا ياك؟ مع 11 واقيلا لا واقيلا مع 11 هادشي اللي قالوا. كونت اناليتيك شتا البارح بغي اليوم. واش حاط لنا اللين في ما حاطه الانتي؟ لا ما حط والو.